Nous sommes le 2 mai 2017. Bonsoir, bienvenue pour le 7-8 Les Invités, émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Invité aujourd'hui, Jean-Yves Maximilien. Il nous expliquera dans un instant le projet de reprise de la librairie JMS à Saint-Cyr-l'École via une société coopérative d'intérêt collectif, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. L'activité va pouvoir se maintenir. Avec Chantal de Grave, petite fille de déportés, nous reviendrons aussi sur la cérémonie du souvenir organisée ce week-end à travers la France. Elle était présente à Trappes dimanche dernier. Et puis, rencontre également en fin d'édition avec David Chivers, violoncelliste, pour le concert de l'ensemble Continuum en l'église Notre-Dame de Versailles le vendredi 5 mai à 20h45. Bonsoir Jean-Yves Maximilien. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Futur gérant de la librairie JMS à Saint-Cyr-l'École. Futur gérant car le projet de reprise que vous portez est encore en cours un petit peu d'élaboration. On va y venir. Mais déjà, nous vous avons invité pour comprendre le modèle économique que vous défendez et qui va permettre de sauver des emplois. On parle de 2-3 postes dans ce cas précis. L'idée, c'est un modèle qui répond aux exigences de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire comment ça va fonctionner ce projet? Alors en fin de compte, c'est pas très compliqué. Simplement, c'est une entreprise dont le gérant allait partir en retraite et potentiellement 2 emplois allaient disparaître, de plus le sien, ça faisait 3. Et donc nous sommes... je dirais, le projet a mûri pendant une petite année et la solution la plus adaptée pour une reprise, pour permettre aux salariés de pouvoir tenir tous les tenants et les aboutissants du projet, c'était que ces salariés soient propriétaires en partie de leur entreprise et via une société coopérative d'intérêt collectif, ça leur permet, même s'ils n'ont pas la totalité des parts sociales, d'avoir une majorité de 50% de voix, de façon à pouvoir décider de leur choix dans leur entreprise. C'est une mobilisation citoyenne qui va permettre de sauver ce modèle économique. Oui, puisqu'il y a plus d'une vingtaine de sociétaires qui se sont mobilisés pour apporter du capital et racheter le fonds de commerce et pouvoir donc pérenniser les emplois et pérenniser l'activité. Ça veut dire qu'après, ces citoyens qui se sont mobilisés, qui ont apporté du capital, vont être actionnaires et vont toucher quelque chose sur cette activité? On appelle ça sociétaire, plus exactement. Et donc, dans le système coopératif, les profits sont réinvestis dans l'activité via des réserves impartageables et qui permettent de donner du potentiel d'investissement et de développement à l'entreprise. Et il peut y avoir éventuellement des dividendes, mais c'est très minime, on va dire. Et l'objectif, surtout quand on achète une part, c'est pas de spéculer sur cette part. C'est-à-dire que concrètement, si un jour certaines personnes vont sortir du capital, elles sortiront, on leur remboursera les parts avec à hauteur de l'augmentation du niveau du coût de la vie, pas plus, quoi. Voilà. C'est un placement avec un taux d'intérêt relativement faible, mais en tout cas, c'est malgré tout un placement, même s'il y a un petit risque au final, si l'activité ne réussit pas à se maintenir. Il y a toujours un risque quand on investit dans une entreprise. Mais il y a une volonté de s'impliquer dans la société et de sauver ces 2-3 postes dont il était question. Là, on parle d'une librairie qui n'arrivait pas à trouver de repreneur. Le gérant était en difficulté, c'est-à-dire que cette activité était condamnée, comme bien souvent aujourd'hui? Alors, l'entreprise est viable aujourd'hui, mais à un certain âge, on a envie de partir en retraite, et ce qui est louable. Et donc, c'est vrai que ça faisait 2-3 ans que le gérant n'arrivait pas à trouver de repreneur. Et bon, quand j'ai appris ça, en fin de compte, je me suis posé pas mal de questions. C'est vrai que faire disparaître une librairie, c'est quand même un lieu de culture, un lieu de savoir. Et sur un territoire, c'est important, ce genre d'équipement. Et donc, c'est ça qui m'a amené à réfléchir à une solution de reprise dans l'esprit que je porte d'un point de vue social et économique, qui n'est pas de détenir le capital de l'entreprise pour en faire des profits, mais détenir le capital de l'entreprise pour la faire se développer. L'activité de l'entreprise va peut-être évoluer, le lieu aussi, parce que là pour l'instant, pour ceux qui ne connaissent pas cette librairie JMS, elle se trouve à Saint-Cyr-l'École. Elle pourrait déménager en fonction des locaux et puis l'activité évolue un petit peu parce qu'elle était spécialisée dans le livre scolaire. Oui, c'est ça? Alors elle va conserver sa spécialité parce que c'est quand même une base importante du chiffre d'affaires, il ne faut pas le négliger. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, une librairie c'est un lieu de culture, un lieu d'échange et le projet consiste à la déplacer dans un local plus grand pour permettre
que ça devienne une vraie librairie généraliste, qu'on puisse y accueillir des auteurs, qu'on puisse y organiser des conférences sur des thèmes liés bien sûr à la littérature, liés aux livres, et que ça puisse devenir un lieu d'échange où on puisse y intégrer des partenariats avec des associations locales, tout un tas de... même par exemple, typiquement on a déjà commencé à travailler avec les structures culturelles locales de Saint-Cyr, de Fontenay, bibliothèque, théâtre, cinéma, etc. Une dernière question, où en est ce projet concrètement et il pourra voir le jour quand? Alors, et enfin ce gérant partira à la retraite tranquillement? Concrètement, alors de toute façon, même si il va céder la gérance, il va rester pour me soutenir dans la reprise de l'activité un certain temps. Et normalement, on devrait pouvoir boucler la passation courant mai. Et donc, les locaux que l'on envisage pourraient être investis à partir de l'automne. Merci d'être venu nous parler de cette initiative. On en reparlera bien sûr dans nos différentes éditions du journal. On viendra vous voir sur le terrain. Une toute dernière question néanmoins, plus politique, parce que vous êtes aussi conseiller municipal d'opposition de gauche. Vous étiez ancien conseiller municipal de gauche sur Saint-Cyr. Vous avez été par le passé aussi candidat Front de gauche aux élections locales. Peut-être une réponse rapide tout de même, parce que nous sommes en période électorale et il y a un temps de parole d'égalité entre les candidats. Est-ce que dimanche, vous allez voter ? Bien sûr, et j'irai voter Macron parce que je pense que le fascisme est plus dangereux que le libéralisme. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous poursuivons cette édition du 7-8 Les Invités. Plus de 4 millions de personnes sont mortes des suites de la déportation dans les camps nazis. C'est pour se souvenir de ces victimes que des cérémonies sont tenues partout en France le week-end dernier, à l'occasion de rencontrer l'une des petites filles d'une personne déportée à Auschwitz. Elle est aussi présidente de l'association républicaine des anciens combattants, membre de cette association. Et c'est au micro de Nicolas Dandry. En tant que petite fille de déportée, quel regard vous portez sur votre grand-père justement ? Moi, c'est un regard d'admiration parce qu'il s'est battu toute sa vie sur la liberté, puisqu'il était d'origine polonaise, qu'il a déjà été déporté une première fois, qu'il a été porté une deuxième fois et qu'il est mort en réalité à quelques kilomètres de sa ville natale, puisqu'il habitait dans la région de Cracovie, pas très loin d'Auschwitz. Et c'est quelque chose d'affreux de venir s'être libéré en France. Il a été volontaire pour la guerre de 14. Et d'être déporté comme ça à quelques kilomètres de chez lui, c'est quelque chose qui a été... Moi, j'ai une admiration pour lui, pour tout ce qu'il a fait dans son pays en tant qu'immigré. En quoi le devoir de mémoire, de transmission, notamment aux jeunes générations, est-il important ? Parce qu'un pays qui oublie sa mémoire, qui oublie son histoire, recommence ses erreurs. On le voit aujourd'hui, la montée, comme avec les élections qui se préparent là pour dimanche prochain, c'est un cas de conscience pour des milliers, je dirais même des millions de gens, parce que tous ces électeurs qui sont maintenant devant un choix difficile, c'est compliqué. Et si on ne remet pas en mémoire ces événements qui ont fait le lit de la famille Le Pen, on oublie. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un oubli de cette mémoire de ce côté-là. Les jeunes ont conscience de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, durant les périodes de déportation ? Non, parce qu'aujourd'hui, on l'enseigne de moins en moins à l'école. C'est de moins en moins abordé, donc il y a une perte de mémoire de ces jeunes qu'on n'instruit plus sur l'histoire de France telle qu'elle s'est passée. Ce phénomène est-il un danger ? Oui, parce que, comme je vous l'ai dit, la mémoire, c'est quelque chose d'important. Si on ne veut pas recommettre les erreurs du passé, il faut conserver la mémoire de ce qui s'est passé avant. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir subi des tortures, des arrestations, sans garder le souvenir. Pourquoi elles ont le sens de l'histoire qu'il y a eu à ce moment-là. Si on l'oublie, on recommence les mêmes erreurs. Il y avait de l'émotion lors du chant des barrés. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce chant ?
Si vous voulez, comme je suis petite fille de déportés, alors je ne veux pas dire que j'ai eu cette chance, mais j'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse dans les colonies de la FNDRP, des déportés. Donc c'était un chant que systématiquement on apprenait en colonie. Donc c'est pour ça que je n'ai même pas besoin de regarder les paroles. Je le connais par cœur parce que ça a bercé toute mon enfance sur cette... Et dans ces colonies-là, on expliquait bien aux enfants quelle était l'histoire de leurs parents ou de leurs grands-parents à cette époque-là. Un mot de musique à présent avec un concert le 5 mai prochain. L'ensemble Continuum qui se produira en l'église Notre-Dame de Versailles. L'ensemble basé dans la cité royale a été créé en 2016 avec un répertoire qui va du baroque au moderne. L'un des fondateurs, David Chivers, violoniste franco-américain, participera et nous l'avons rencontré lors d'une répétition. C'était du côté de Magny-les-Hameaux, au micro de Mélanie Poquet. David Chivers, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'ensemble Continuum et avec cet ensemble, vous êtes en concert le 5 mai. Qu'est-ce qu'on pourra y entendre déjà? Alors on a un très très beau programme de musique italienne baroque sur une thématique de l'eau. Chacun des compositeurs qui seront présents dans le programme, donc il y a du Vivaldi qui est le plus célèbre, qui était vénitien, Locatelli, Galuppi et Alessandro Scarlatti. Et chacun de ces compositeurs ont vécu près de l'eau. Locatelli est mort à Amsterdam. Et notamment, on joue une cantate peu connue d'Alessandro Scarlatti qui s'appelle Olympia, avec un sous-titre Sulla sponda del mare, ça veut dire sur les rivages de la mer. Donc voilà, cette thématique de l'eau, elle est présente sur toute la soirée. Et votre invitée pour ce concert, c'est notamment Claire Debono. Peut-être un petit mot sur elle? Voilà, Claire est maltaise, donc elle aussi, elle a un rapport avec une île. Oui, j'ai oublié de mentionner qu'on joue aussi du loch qui est en anglais, donc voilà, encore une fois, la thématique de l'eau. Claire est une magnifique soprane qui a la chance d'avoir une très belle carrière, qui a beaucoup travaillé avec William Christie, elle a travaillé au festival de Glyndebourne, elle a fait beaucoup de choses, donc on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Alors je disais, votre groupe, c'est l'ensemble Continuum, c'est très récent, vous l'avez fondé en 2016. Ouais. Pourquoi déjà? C'était un projet que j'avais en tête déjà depuis longtemps. Auparavant, j'étais plutôt dans la musique dite moderne, c'est-à-dire que je jouais du violon sur instruments modernes. J'ai pris goût et passion pour la musique ancienne. J'ai découvert ça progressivement, on va dire, depuis il y a 10 ans à peu près. J'ai travaillé beaucoup avec John Eliot Gardiner et puis les musiciens qui l'entourent m'ont beaucoup influencé. C'est vrai que j'ai fait mes études, j'ai grandi en Angleterre et la musique ancienne fait vraiment partie du paysage musical. C'est vraiment très ancré, donc il y a beaucoup de musiciens qui font les deux, qui font autant de la musique contemporaine par exemple que de la musique ancienne. C'est la fin du 7-8 invité pour ce soir. Replay sur notre site internet. Très belle soirée sur notre antenne.